Bonjour à tous, merci d'être nombreux à participer à notre webinaire. Je suis en présence de Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'IFPEB. Bonjour Christophe. Bonjour à tout le monde. On va attendre encore, comme d'habitude, les 2 premières minutes qui vont faire venir le reste des participants. Surtout 14 heures, c'est une heure stratégique. Donc les 2 minutes seront certainement précieuses. Bon, en tout cas, merci à vous de vous être connectés en ce mardi 23 mars pour venir discuter mathématiques, puisqu'on va parler d'une équation. Coût carbone. Alors encore une petite minute et on va se lancer. Aucun souci, écoute, tu me dis quand tu souhaites qu'on attaque. On approche un peu du nombre de participants inscrits. Ça va, on voit bien la présentation, tout va bien? Tout va bien. Bon. Allez, c'est parti. Christophe, je te propose de démarrer. Très Donc, bien. en tout cas, bonjour à tous, toutes les personnes qui viennent de se connecter. Je suis en présence de Christophe Rodriguez, qui est directeur général adjoint de l'Institut français de la performance du bâtiment. Bonjour à tout le monde. En tout cas, le plaisir, tous les deux, de partager avec vous les réflexions autour de l'équation, de la fameuse équation coût carbone. Donc, on va parler bien évidemment des enjeux, les enjeux de la transition écologique des bâtiments. Christophe, si tu peux présenter l'agenda. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Soufiane pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, on va faire des mathématiques puisqu'on va parler d'une équation, coût carbone, et on vous propose de l'adresser donc avec le programme suivant. Bon, dans un premier temps, on rappellera la complémentarité bâti-prix FPEB, puisque aujourd'hui, on vient vous présenter des travaux que nous avons engagés ensemble, mais aussi vous donner la visibilité sur une ambition qu'on s'est donnée, puisqu'on a l'intention, la ferme intention de contribuer à résoudre cette équation coût carbone, et donc on vous partagera nos travaux, nos réflexions, nos avancées, et puis vous le verrez, il y a des choses déjà très concrètes, très opérationnelles qu'on va pouvoir partager avec vous. Ensuite, pour commencer, on parlera de l'enjeu de la neutralité carbone, puisque le début de l'équation coût carbone, c'est le carbone. Donc on prendra un petit peu de recul, on essaiera de se rappeler un certain nombre d'éléments clés, notamment au niveau de la stratégie nationale bas carbone. Où est le carbone? Et puis comment est-ce que ce sujet du carbone va-t-il impacter les tendances de fond dans la construction, dans l'immobilier, le neuf, la rénovation donc. Et ce sera donc la première partie du webinaire où on partagera ensemble les impacts un petit peu lourds et puis qui vont changer potentiellement ou qui peuvent impacter nos grilles de lecture dans les prescriptions bas carbone que vous faites tous au quotidien. Ensuite, on commencera à vous partager des solutions concrètes, donc notamment, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits dans le cadre d'un groupe de travail qu'on anime avec Carbone 4 et sur lequel on a des travaux de fond avec Batiprix dans le cadre du Hub des prescripteurs bas carbone. Et puis plus largement, on vous présentera l'ensemble des outils et des approches qu'on est en train effectivement de développer pour contribuer à résoudre l'équation coût carbone. Et puis enfin, questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les signaler dans la fenêtre de chat. N'étant pas un expert Webikeo, je subodore qu'il y ait une fenêtre de chat pour poser des questions, et je crois qu'il y en a une, je l'ai vue tout à l'heure. Et on se fera un grand plaisir, on se gardera 10-15 minutes pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Si tout vous va, je vous propose qu'on attaque. D'abord, une présentation rapide. Donc, moi, pour ma part, effectivement, je travaille à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Nous sommes une association. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de la construction et l'immobilier. Et notre ambition est de créer les conditions d'une transition environnementale ambitieuse, voire très ambitieuse, mais connectée à une réalité de marché, une réalité opérationnelle. Parce que faire la transition environnementale tout seul, c'est trop facile. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est d'atteindre une quadrature du cercle entre une performance environnementale
et une réalité opérationnelle, une réalité de marché. Donc le sujet de l'équation coût-carbone est cher à notre cœur parce que le carbone peut avoir des incidences économiques non négligeables. Donc on a vraiment à cœur d'accompagner l'ensemble des filières pour résoudre ces nouvelles équations, et le coût carbone en est une. Soufiane, je te laisse la main. Oui, absolument. Donc en fait, Batiprix, tu peux cliquer, un petit clic. Batiprix, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque du groupe Moniteur. Le Moniteur, j'imagine que la grande majorité des participants doivent connaître. C'est le média en quelque sorte de référence du marché de la construction. Ça existe depuis plus d'un siècle. Alors Batiprix, qu'est-ce que propose Batiprix? Batiprix propose un référentiel, une sorte de nomenclature qui est devenue une nomenclature plutôt référence, notamment dans le secteur public, pour la gestion des marchés de rénovation et d'entretien des travaux. Elle s'adresse bien évidemment aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent, ou aux maîtres d'œuvre qui souhaitent estimer ferait éventuellement les travaux avant leur lancement. Elle permet aussi de la partie, tout le cycle de vie des appels d'offres ou des marchés à bon de commande. Elle s'adresse aussi aux entreprises de travaux qui, soit pour leurs propres besoins, souhaitent éventuellement rationaliser les process et normaliser les process de chiffrage, ou tout simplement pour répondre à des appels d'offres autour de la nomenclature Batiprix. Mais elle sert aussi à des établissements d'enseignement professionnel parce que Batiprix est utilisé depuis maintenant plusieurs décennies dans les CFA, les GRETA, dans tout un tas d'établissements d'enseignement professionnel pour enseigner les méthodes de chiffrage aux étudiants. Donc, en fait, voilà à quoi ça sert Batiprix. Avec 40 ans d'expertise et d'expérience autour du chiffrage, et aussi du fait de la neutralité de cette base de données, il n'y a pas vraiment de prescription, il n'y a pas de marque citée dans le référentiel Batiprix. Cette marque est devenue un peu une sorte de tiers de confiance qui régit la relation entre ceux qui achètent les travaux et ceux qui font les travaux, les prestataires des travaux. C'est une base, pour finir, hein, c'est une base de données qui est relativement complète. En fait, elle couvre tous les corps d'État. Je vous parlerai tout à l'heure de l'organisation de cette nomenclature qui structure un peu, en quelque sorte, notre webinaire et qui apporte la dimension coût, cette dimension qui est extrêmement forte aujourd'hui pour accompagner les acteurs dans la résolution de cette problématique. Comment j'agis pour neutraliser le carbone, tout en tenant compte quand même de la contrainte coût qui drive souvent les projets. Christophe. Alors, on peut le faire à deux, hein, parce que Christophe vous a déjà parlé un peu de la relation, ou plutôt de la nature de la relation entre Batiprix et l'IFPEB. En fait, c'est tellement naturel, puisque l'IFPEB dispose de l'expertise. Vas-y, Christophe, je te laisse. Voilà. Oui, non, en fait, ce que je peux signaler, c'est que aujourd'hui, Batiprix est devenu membre de l'IFPEB, et puis on a un partenariat avec un certain nombre de travaux en cours. Et moi, juste pour rebondir sur ce que tu as expliqué, Soufiane, en fait, à l'IFPEB, on essaie vraiment d'être dans une démarche, je dirais, d'UFC que choisir du bas carbone. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as parlé de tiers de confiance, tu as parlé de ne pas être dans une logique de prescription et d'orientation, mais plutôt de quelque part mettre en visibilité les prix. Et nous, notre objectif, c'est un peu de faire la même chose sur le sujet du carbone. C'est-à-dire, finalement, en étant exempt de tout parti pris, est un tiers de confiance qui va mettre en lumière un certain nombre de données pour aider sur du FC que choisir à mieux saisir, mieux comprendre l'équation coût-carbone, et puis accélérer, faciliter, éclairer la prescription bas carbone. Donc on a vraiment un ADN commun, et c'est ça qui nous a donné vraiment, qui nous a motivé en fait à engager un certain nombre de travaux avec Batiprix. D'une part, c'est le sérieux, c'est la base de prix et l'ensemble de l'expertise qui ont déjà été présentés, mais Soufiane va redévelopper tout à l'heure. Et puis c'est cet ADN en fait de créer des éléments objectifs, un peu dans un état d'esprit UFC que choisir, pour aider à faire de la prescription. Voilà. Donc on avait le sujet carbone, Batiprix avait le sujet coût, et donc on s'est dit qu'il y avait des choses à faire ensemble avec 3 chantiers opérationnels. Un chantier plutôt sur les matériaux, on va vous présenter des choses très concrètes aujourd'hui qui tournent déjà. Un sujet un peu plus large, notamment qui s'inscrit dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire, pour mieux comprendre les actions de performance énergétique à mettre en œuvre et puis leur rationalité coût, énergie, carbone. Et puis enfin, un sujet à part entière sur l'économie circulaire, voilà, dont on aura l'occasion de toucher quelques mots juste par la suite. Soufiane, je te laisse compléter, si tu le souhaites. Non, mais écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas vraiment un partenariat, comme le dit Christophe. Ce n'est pas un partenariat théorique, c'est plus un partenariat concret, en fait, plutôt opérationnel. On s'est associés ensemble, on essaie d'allier en quelque sorte les deux expertises.
chacun apporte vraiment sa contribution. L'IFPEB est devenu aujourd'hui une référence, en tout cas, sur la transition écologique environnementale des bâtiments. Et Batiprix étant connu sur la partie coût, on veut vraiment plutôt travailler ensemble pour développer des outils concrets et pas uniquement compléter en quelque sorte la littérature qui existe et qui est très abondante sur le carbone. Le décret tertiaire, il y a énormément de choses. Et puis l'économie circulaire, il y a aussi plusieurs tentatives, plusieurs acteurs en quelque sorte qui essaient d'apporter ça. Donc en fait, juste peut-être une dernière chose, retenez surtout pendant tout ce webinaire, ou plutôt, je ne voudrais surtout pas que vous partiez avec l'idée que Batiprix est une base en quelque sorte de prix des matériaux. Pas du tout. Batiprix, c'est vraiment une base ou une sorte de nomenclature qui permet d'évaluer les prestations, les ouvrages. On parle d'ouvrage, et un ouvrage, c'est plutôt les prestations de services. Et c'est aujourd'hui ce qui manque vraiment aux acteurs, à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes. Pas vraiment parler uniquement des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre. On peut aussi parler de la problématique des entreprises de travaux qui essayent parfois d'eux-mêmes, en fait, dans leur démarche en quelque sorte d'accompagner les acteurs, les maîtres d'ouvrage, de proposer des solutions, mais manquent cruellement aujourd'hui d'outils concrets qui permettent vraiment de prendre des décisions éclairées. C'est ça l'objectif de ce webinaire, c'est ce qu'on va essayer de vous apporter à travers toute cette démonstration. Voilà, vous savez tout, vous avez le cadre, vous avez l'ambition, et on vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par quelques éléments de compréhension des sujets de neutralité carbone, hein, puisque l'équation coût-carbone, c'est d'un côté le carbone, de l'autre côté le coût. Alors on vous propose déjà de prendre un petit peu de recul. Certains d'entre vous l'ont à l'esprit, mais ayez en tête que déjà, si on regarde l'ensemble des émissions de CO2, de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, vous retrouvez ici une décomposition et on peut faire un focus sur le bâtiment, que vous voyez tout en bas en bleu clair, qui représente 19% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Alors du coup, vous vous dites sûrement, 19% le bâtiment, si vous regardez le camembert, on a l'industrie à 18%, donc on est un petit peu au-dessus de l'industrie côté bâtiment, et très loin du transport. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, dans l'industrie, à 18%, on a une partie du carbone que nous, on connaît bien dans le bâtiment, puisqu'il y a du carbone qui va permettre de fabriquer des matériaux. Et en fait, le 19% du bâtiment, c'est vraiment la partie consommation énergétique des bâtiments. Donc si on veut avoir l'ensemble de la part carbone du bâtiment, y compris les matériaux utilisés, les composants utilisés dans les rénovations, dans la construction, il faut rajouter à peu près 5%. Et donc le bâtiment est pas loin de 25% des émissions gaz à effet de serre nationales. Donc très très proche des transports. Donc ça, c'est le premier point qui semble intéressant à partager. Souvent, les gens ont vraiment en tête que les transports et l'industrie sont très très loin devant, et en fait non. Voilà, le bâtiment fait un bon quart des émissions de gaz à effet de serre sur le plan national. Et on s'est donné l'ambition d'arriver à une situation de neutralité carbone en 2050, la fameuse stratégie nationale bas carbone. Alors pour arriver à la neutralité, c'est pas simple, il va falloir diminuer de façon drastique ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis il va falloir aussi un petit peu booster ce qu'on voit à droite, le petit camembert à droite, c'est-à-dire les captations de carbone. Puisque la neutralité, c'est une situation où on va essayer d'équilibrer les émissions et les captations dans des puits que peuvent être par exemple les forêts ou des terres agricoles diverses et variées. Donc voilà, en tout cas le bâtiment, 25%. Deuxième position, donc il y a un très très gros sujet si on veut réussir à avoir de la sobriété carbone dans le monde du bâtiment. Alors si on va un peu dans le détail, là vous retrouvez une courbe avec pas mal de chiffres qu'on va décrypter ensemble rapidement, où vous constatez qu'en fait, à l'échelle du secteur du bâtiment, là on n'est que sur le bâtiment, quand on fait un focus sur ce secteur, on a une ambition d'aller chercher une décarbonation totale des énergies en 2050. C'est assez énorme, hein. On a un premier gap en 2030, on veut diviser par deux, hein. On a moins 49% en 2030 par rapport à 2015, ce qui est quand même pas rien. Donc on va vouloir diviser par deux les émissions de carbone du bâtiment dès 2030. Et puis quand on va jusqu'à 2050, c'est une décarbonation totale. Alors il en reste un peu parce que voilà, il y a différents sujets, il peut y avoir des sujets fluides frigorigènes, il y a quelques sujets incompressibles, mais globalement on tend vers zéro. Et donc c'est un objectif majeur, facteur 17, moins 8% par an. C'est assez énorme. Alors là, vous voyez que j'ai signalé RE 2020, etc. On va en reparler dans quelques instants. Ce chemin, aujourd'hui, il est balisé par la stratégie nationale bas carbone, mais on commence à avoir un certain nombre
d'éléments de socle réglementaire plus concrets et beaucoup plus opérationnels, comme la réglementation environnementale 2020, qui va partir en 1er janvier 2022. Et en tout cas, cette réglementation sur la construction neuve, elle nous donne certains passages obligés entre aujourd'hui et 2030. Je vous ai mis un clin d'œil avec E2C1, certains connaissent peut-être. Il s'agit d'un clin d'œil au label énergie carbone, plus C-, qui était un label qui nous a permis de nous entraîner à ces nouveaux sujets du carbone. Et donc, on sait que voilà, le premier palier sera proche d'un E2, un peu plus que E2 et un peu plus que C1, pour ceux qui connaissent le label E+, C-. Et puis, on va tendre vers du C2 minimum, voire au-delà, en termes d'ambition carbone, horizon 2030. Donc, on a une trajectoire, on sait qu'on veut tendre vers zéro, et on a une réglementation environnementale qui donne un premier balisage sur le neuf, et nous le verrons tout à l'heure, on a aussi un premier balisage sur l'existant avec tout un certain nombre de dispositions. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment pouvons-nous aller chercher cette situation de neutralité carbone ? La première chose à avoir à l'esprit, on l'avait signalé tout à l'heure, si on veut aller chercher la neutralité carbone, il faut commencer par comprendre où est le carbone. Le carbone peut se trouver à deux endroits, dans les usages énergétiques. À gauche, là, vous avez des codes de couleurs, où en fait, toutes les consommations d'énergie d'un bâtiment vont générer du carbone en fonction du mix énergétique, du choix du vecteur énergétique, on va avoir du carbone. Donc là, on va être sur un premier volet, sur lequel la rénovation va être très très sensible, parce qu'une très grosse partie des émissions carbone sur le stock existant qui est lié aux usages énergétiques, on va travailler sur les consommations d'énergie. Et puis le deuxième volet qui est en dessous, on a mis phase travaux, construction, rénovation. C'est un volet qui est un petit peu moins connu, un peu moins intuitif. Rappelez-vous, c'est ce fameux 5% que je suis allé chercher dans le camembert de l'industrie tout à l'heure en vous disant attention, il y a une partie des consommations carbone du bâtiment qui viennent de l'industrie et c'est les matériaux. Quand on va installer du ciment, du béton, des matériaux de seconde œuvre, enfin tout ce qui va être installé en termes de matériaux est susceptible de contenir une énergie grise qui est en fait du carbone, qui a servi à la fabrication de ces matériaux. Donc voilà, la chasse au carbone commence. On sait qu'il y en a partout, il y en a dans l'énergie et puis il y en a dans les matériaux. C'est une première clé de décryptage. La deuxième clé de décryptage, on a fait un travail de fond, notamment en se basant sur une étude de Carbone 4 et de l'ADEME, pour essayer de comprendre quels sont les trois grands piliers, les trois grands leviers qui vont permettre d'accompagner le bâtiment, la construction et l'immobilier sur le chemin vers la neutralité carbone. Et on a identifié trois grands leviers qu'on va vous partager dans quelques instants. Le premier, ça va être évidemment la sobriété. Donc on va travailler sur une très forte réduction des émissions de carbone liées à la maîtrise de l'énergie, au choix des matériaux, au choix des énergies. C'est le premier levier, donc le mot d'ordre va être la sobriété, et puis on verra tout à l'heure de façon plus concrète comment ça va impacter le secteur du bâtiment et les tendances programmatiques de fond. Le deuxième, on va aider les autres. Alors aider les autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, à l'échelle du bâtiment, on peut créer des conditions qui vont permettre à d'autres personnes aussi d'être sobres. Ça peut être d'autres bâtiments, je vais créer des conditions qui vont aider le bâtiment d'en face à avoir de la sobriété carbone lui aussi. Mais ça peut être d'autres usages, par exemple, peut-être que je vais prévoir des infrastructures dans mon bâtiment qui vont aider le secteur du transport à diminuer son empreinte carbone. Donc en fait, on peut s'entraider, il y a un travail d'entraide entre les secteurs, entre les bâtiments, voilà. Donc c'est un deuxième pilier tout à fait essentiel. Et puis quand on a fait le maximum de sobriété, on va avoir la possibilité d'aller chercher des puits de carbone complémentaires ou de contribuer au stockage carbone, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la neutralité, c'est un équilibre entre des émissions et du stockage. Voilà pour les premières clés de décryptage. Et du coup, la question que nous pouvons nous poser, c'est si on commence par les bâtiments neufs, comment est-ce que le carbone va impacter la conception des bâtiments neufs ? Alors d'abord, rappelons quelques enjeux. La réglementation environnementale 2020, qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2022, sera véritablement une école du bas carbone. On a eu déjà un label d'expérimentation, l'expérimentation E+, C-, où certains d'entre vous le connaissent parfaitement, d'autres peut-être un peu moins, nous a donné une première grammaire de compréhension du carbone. L'Aéro 2020 va définitivement sanctuariser le carbone dans la construction. Donc ça, c'est vraiment une innovation majeure. La SNBC, la stratégie nationale bas carbone, avait donné un cap assez long terme, puisqu'on se projette horizon 2050. Et l'Aéro 2020 est une déclinaison tout à fait opérationnelle qui sanctuarise l'arrivée du carbone dans la construction. Donc, ce n'est plus un entraînement, ça devient la loi. On doit regarder le carbone quand on construit un bâtiment. Et on le verra tout à l'heure sur le parc existant, il y a aussi des choses qui vont arriver progressivement. Ce qui est assez certain, c'est que comme on l'a vécu par le passé, quand on était en RTA 2012, quand on avait différents labels divers et variés,
Très souvent, on constate un phénomène de compétition carbone, notamment pour l'accès au foncier. D'ailleurs, vous l'avez peut-être suivi, il y a un label d'État qui viendra au-dessus de la RE 2020 et qui viendra valoriser les gens qui dépasseront le socle réglementaire de la RE 2020. Donc il y aura très certainement des logiques territoriales de booster, d'aller au-delà de ce socle réglementaire de la RE 2020. Donc il y aura très certainement une compétition en fait pour aller plus loin et dépasser ce socle réglementaire. Donc la question qu'on a en droit de se poser, c'est finalement comment est-ce que cette réglementation, comment est-ce que l'intronisation du carbone est susceptible de changer les tendances programmatiques dans les bâtiments. Alors, avant de répondre à cette question, d'abord, où est le carbone et de quoi parle-t-on? Dans le cadre de l'expérimentation plus c'est moins, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été modélisés, qui ont été testés, et aujourd'hui, on est capable de prendre du recul en fait sur l'impact environnemental d'un bâtiment. Alors, premier élément, on est capable, par typologie de bâtiment, maison individuelle, logement collectif, bureau, on est capable aujourd'hui de se dire, voilà, quelle est la valeur moyenne, quel est le minimum, le maximum et l'écart type. Donc là, vous retrouvez des boîtes à moustaches avec ces valeurs-là. Donc on constate aujourd'hui que finalement, logement collectif et bureau ont une empreinte environnementale moyenne assez proche, 1342 en moyenne pour les logements collectifs, 1391 kg de CO2 par mètre carré pour les bureaux. On raisonne sur 50 ans, hein, comme pour les RE 2020. Mais on constate aussi qu'on a finalement des écarts types variables avec des valeurs minimum et maximum très éloignées. Donc on peut se demander, mais comment ça se fait qu'on a finalement des écarts aussi importants? Pour le comprendre, il faut regarder un peu plus dans le détail à la loupe où est le carbone. Et qu'est-ce qu'on constate? Là, vous avez une décomposition de l'empreinte environnementale des bâtiments avec une vision en bleu foncé, où là, vous avez le carbone dans les matériaux, le fameux PCE, qui veut dire produit de construction et équipement, qui deviendra composant dans la RE 2020. Et puis en bleu clair, vous avez l'énergie. Donc rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, on a bien parlé de la dissociation entre le carbone dans l'énergie et le carbone dans les matériaux. Et on constate que les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des typologies de bâtiments. Par exemple, sur les logements collectifs, la partie énergie représente 37% de l'empreinte environnementale. Donc il y a un enjeu très très fort sur la sobriété énergétique, sur le choix des vecteurs, etc., pour décarboner les énergies d'un bâtiment neuf. Sur les bureaux, l'enjeu est un tout petit peu différent, puisqu'on constate que le bleu foncé est à 1142, soit 80%, donc 80% de l'empreinte moyenne dans un immeuble de bureau, est lié au choix des matériaux. Donc on le touche du doigt. Sur l'aspect énergétique, la connexion avec le carbone est un premier pas, mais bon, qu'on arrive à toucher du doigt. Hein. Il y a des kilos de CO2 dans les kilowattheures qui vont être consommés. Mais on constate que maintenant, la prise en considération du carbone dans le choix des matériaux va être tout à fait clé, puisqu'il y a une grosse partie du carbone qui est susceptible d'être comprise dans les matériaux. Donc on ne peut plus juste choisir les matériaux avec les grilles de lecture habituelles que nous avions, c'est-à-dire la performance thermique, la performance structurelle, différents sujets, la sécurité incendie, le prix évidemment de la mise en œuvre, l'esthétisme, enfin je ne vais pas refaire l'ensemble des grilles de lecture que vous connaissez tous. On a un nouveau paramètre qui va faire son entrée, et pas des moindres puisqu'il s'agit du carbone. Donc il va falloir apprendre à tenir compte dans les prescriptions de cette nouvelle équation coût-carbone. Alors, quels sont les impacts programmatiques? On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on va se donner quelques éléments de compréhension. Le point numéro 1, donc là, on est dans notre fameux pilier numéro 1, réduire, ça va être la sobriété, qui est vraiment un mot d'ordre de la SNBC, qui est un mot d'ordre de la réglementation environnementale 2020. C'est consommer moins, mais aussi consommer mieux. Consommer moins, ça va être une grande sobriété énergétique. On va continuer à aller vers plus de sobriété énergétique, comme on a su le faire dans les dernières générations de réglementation thermique. On va avoir un enjeu clé sur le choix des vecteurs énergétiques, où on va de plus en plus s'intéresser au carbone de l'énergie. Quelle est l'énergie qui va être la plus décarbonée au regard des contraintes de mon opération? Donc on va s'intéresser aux ENRR, les énergies renouvelables par exemple, qui sont susceptibles d'être décarbonées, mais aussi les énergies de récupération, puisqu'il y a de la chaleur fatale qui peut être récupérée sur l'air extrait, les eaux grises, etc. Et donc voilà, on va être de plus en plus sensible à se consommer moins par la sobriété énergétique, mais potentiellement aussi consommer mieux en s'intéressant à la valeur carbone de chaque vecteur énergétique. On va aussi constater qu'on va être de plus en plus en quête de favoriser la pénétration des ENR en maîtrisant mieux ces appels de puissance. Quand on ne maîtrise pas bien ces appels de puissance, souvent on se retrouve à des moments de la journée où on va avoir besoin d'une puissance disponible rapidement. Et ça, ce n'est pas souvent le pain quotidien des ENR. Les ENR, elles sont disponibles quand cela est possible. Hein. Le solaire, ça marche mieux le jour que la nuit. L'éolien, ça marche mieux quand il y a du vent que quand il n'y en a pas. Et puis, les niveaux de puissance sont assez coûteux. Donc, on va avoir un enjeu de mieux maîtriser ces appels de puissance. Et mieux on maîtrisera ces appels de puissance, mieux on arrivera
à faire entrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique. Voilà pour le premier bouquet de tendances programmatiques de fond qu'on a pu identifier dans les travaux que nous avons menés sur la neutralité carbone. Alors si on poursuit, on est toujours dans le pilier numéro 1, dans la sobriété, mais maintenant on va regarder les matériaux. Donc il y a une tendance de fond, je l'ai déjà signalé, qui est le choix des matériaux. On ne va plus choisir les matériaux pareils, on va s'intéresser à leur empreinte environnementale. Alors il va y avoir toujours ce sujet de la sobriété, le construire léger, continuer d'optimiser le design, essentialiser la matière, moins on en met, moins on aura de carbone, c'est assez évident, assez intuitif, mais il va falloir apprendre à choisir les matériaux en fonction de la donnée carbone. Pas simple, et ça fait partie des outils qu'on vous présentera dans quelques instants. Comment est-ce que je fais pour choisir mes matériaux en tenant compte de cette nouvelle donnée carbone? Et en l'occurrence, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de cette connexion coût-carbone. Et puis enfin, l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, on peut faire un focus. En fait, c'est un terme assez vaste, qui a une intelligence embarquée parce qu'on comprend qu'on va faire des boucles avec l'économie circulaire, mais en fait, il y a plein de boucles qui existent. La première, elle est simple, c'est la prévention. Quand on a un élément, un matériau qui dure très longtemps, c'est assez formidable, on va éviter d'avoir le déchet très simplement, donc on optimise l'empreinte environnementale du matériau. Donc plus on lutte contre l'obsolescence programmée, plus on a de la durabilité dans les matériaux qui sont mis en œuvre, plus on va avoir un bilan environnemental intéressant. Donc ça sera d'autant plus important, c'était un sujet qui était déjà important, mais avec le carbone, ça va devenir encore plus important. Ensuite, on a le réemploi, donc on ne passe pas par la case déchets, puis on va avoir un matériau qui va être directement réutilisé, d'un bâtiment sur lui-même ou d'un bâtiment à l'autre. Et puis après, le recyclage, qui est aussi une boucle un peu plus grande, la valorisation énergétique, voire l'élimination. Donc on voit que l'économie circulaire, c'est très large, il y a beaucoup de boucles, on va créer des boucles, et puis à chaque fois qu'on boucle, on va diminuer le carbone. On se rend compte que souvent, ce qui va driver les choix pour créer une boucle ou non, c'est étonnamment souvent le carbone et le coût. Voilà, c'est les deux éléments souvent qui aident à faire l'arbitrage sur la mise en œuvre d'une boucle d'économie circulaire. Le coût, parce que souvent, forcément, le coût, c'est le critère le plus standard, le plus classique. Et puis le carbone, parce que la boucle va économiser du carbone, mais parfois la mise en œuvre de cette boucle peut générer des transports, peut générer des dépenses carbone. Donc il faut regarder les deux dans leur ensemble. Et donc l'économie circulaire va devenir un levier extrêmement important de sobriété, comme on avait appris à faire sur l'énergie, mais là, ça va être sur les matériaux. Toujours sur le pilier numéro 1, le dernier point tout à fait important, ça va être de maximiser les fonctions et les usages. Plus on construit des mètres carrés utiles, mieux on se porte. Donc on va essayer de travailler sur l'essentialité du mètre carré, et on va en l'occurrence se poser la question de le mètre carré construit, est-il bien utilisé ou pas? Un mètre carré vide, vous pouvez faire tous les calculs que vous le souhaitez, il est mauvais en énergie et en carbone parce qu'il n'est pas utilisé. Voilà. Donc il y a l'enjeu vraiment de l'utilisation des espaces, et de plus en plus, on verra apparaître cette notion d'intensité d'usage. Est-ce que les mètres carrés qui ont été construits, est-ce qu'ils sont largement utilisés ou non? Et on l'a vu avec le coronavirus, quand on a un mètre carré vide, forcément, on peut faire tous les calculs du monde, il est assez peu performant. Donc on va travailler sur de la flexibilisation d'espace, du multi-usage, et donc tout un tas de leviers pour augmenter l'intensité d'usage. On a fini avec le pilier numéro 1 sur la sobriété, et donc maintenant on va aider les autres. Pour aider les autres, différents leviers qu'on voit émerger. Tout d'abord, des leviers de solidarité énergétique, des partages, des échanges, des transferts d'énergie. J'ai une énergie bas carbone disponible, mon voisin d'en face en a besoin, je lui mets à disposition par un réseau, par toutes les solutions possibles et imaginables. Et donc là, on est bien dans ce pilier numéro 2, aider les autres, on va aider les copains d'en face à générer de la sobriété carbone. Ça peut être aussi sur les transports, rappelez-vous, on se l'a dit tout à l'heure, je vais créer les conditions pour qu'un autre secteur qui n'est pas celui du bâtiment puisse revendiquer des économies de carbone. Et donc ça peut être créer des locaux pour les vélos, par exemple de la mobilité douce, ou favoriser des infrastructures pour de la mobilité bas carbone, comme par exemple des véhicules électriques. Et puis enfin, favoriser des initiatives solidaires, comme du zéro déchet, par exemple, ou de l'agriculture urbaine. Et donc là, on a fait le deuxième pilier, on a aidé les autres. Et puis le troisième, on va augmenter les puits. Donc on aura de plus en plus des matériaux qui aiment le carbone, qui vont embarquer du stockage carbone. Donc là, en stock, ça devient même du négatif si on stocke. Et donc là, on va par exemple avoir les matériaux biosourcés dont on parle beaucoup, ou on va limiter lourdement l'artificialisation des sols. Donc là, on vous a dépeint vraiment de façon très sommaire et synthétique, mais c'est vraiment la synthèse de l'ensemble des travaux qu'on mène actuellement sur la neutralité carbone, les tendances de fond qui vont impacter le choix des énergies, le choix des matériaux. Alors, qu'en est-il pour la rénovation? Parce que la rénovation, c'est quand même le gros sujet. Autant sur la construction neuve, on a une réglementation très aboutie. Sur la rénovation, on a quelques premières pièces du puzzle qu'on va vous partager. Alors d'abord, ayons à l'esprit qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent au niveau de l'Europe. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut saluer par exemple le paquet climat-énergie.
Et donc, on a des réglementations à l'échelle européenne, des choses tout à fait intéressantes qui se passent et qui viennent nous impacter. En France, l'un des gros sujets qu'on peut citer, qui est d'actualité, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire, qui est le décret tertiaire qui donne un premier cap d'économie d'énergie jusqu'à 2050. Donc 2050, je vous fais le clin d'œil, vous vous rappelez du 2050 de la stratégie nationale. Il y a Monsieur Rodriguez, il y a un petit souci technique, et j'espère que ça se passe bien de son côté, qu'il va récupérer la connexion rapidement. Alors, ce que je propose, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais en profiter du coup, mais c'est pas coutume, mais en attendant qu'on puisse se reconnecter, je vais répondre à une première question qui a été posée. Que signifie construire léger? Alors, construire léger, c'est simplement faire en quelque sorte le choix des matériaux qui pèsent forcément, qui sont légers, qui pèsent moins lourd. Pourquoi? Parce que l'empreinte carbone, elle ne vient pas uniquement du matériau lui-même, mais elle vient aussi de son transport, par exemple. Et donc, moins le matériau est lourd, mieux c'est quand même pour son empreinte carbone. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, construire léger, aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de matériaux qui sont proposés, notamment les matériaux constructeurs, qui apportent en fait forcément des techniques modernes, en quelque sorte, des techniques nouvelles de construction. On a moins besoin, en quelque sorte, de matériaux pour soutenir les constructions, qui utilisent des matériaux moins légers, enfin plutôt légers, plutôt que des matériaux relativement lourds. Bon, Christophe, parmi nous. Oui, il s'est passé quoi? Ça s'est coupé? Écoute, oui, tout à fait, on t'a perdu, donc tu peux reprendre. Vous m'avez perdu à quel slide alors? Alors, on t'a perdu sur... Sofiane, pardon. Oui, Allô, allô. oui. Il y a un petit problème de son, Sofiane. Personne ne vous entend. Ah mince. Oui, il faut actualiser. Alors, est-ce qu'on peut me dire juste à quel moment on a perdu et puis je reprends le fil du déroulé. Pour vous aussi, Monsieur Rodriguez, il faut actualiser. Plus de son. Allô, Christophe? Oui, là, c'est bon. D'accord. Alors, c'est peut-être pas encore bon pour Christophe. À toutes nos excuses pour cet aléa technique. Ah. Juste une petite seconde. Christophe. Petit instant, s'il vous plaît. Je pense qu'un petit coup de fil, vu les contraintes sanitaires, forcément, on n'est pas ensemble réunis dans la même salle. Du coup... On m'entend? Oui, tout à fait. Parfait. D'accord. Super. Bon, excusez-nous pour ces aléas techniques. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce que ça s'est déconnecté tout à l'heure pour que je reprenne le fil et je m'en excuse? Slide 23, tu peux attaquer. Tu viens de nous parler du paquet climat-énergie et tu t'apprêtais à nous parler de la loi Elan. Ah, donc ça s'est coupé juste là? Tout à fait. Bah, c'est formidable, donc ça ne s'est pas coupé longtemps alors. Non, ça va. Je m'inquiétais que ça se soit coupé à la présentation de l'IFPEB. Bon, est-ce qu'on m'entend? Tout va bien, vas-y, Christophe. Bon, on m'entend? Bon, c'est bon, parce que je suis paranoïaque maintenant. Bon, voilà, donc je faisais juste le clin d'œil sur le fait que le fameux décret tertiaire donne des objectifs d'économie d'énergie horizon 2050, et donc c'est comme la RE 2020 est le bras armé de la SNBC sur la construction neuve, le décret tertiaire est le bras armé sur l'énergie et sur le tertiaire. Voilà, Christophe, il faudrait que tu nous repartages tes slides, pardon. Sinon, je reprends la main. Non, je vais les partager, on va y arriver. Hein. Ça marche. Je remercie les gens connectés pour leur indulgence. Parce qu'on parle beaucoup d'équations coût-carbone, mais vous constatez qu'on a un sujet sur le numérique aussi. Est-ce que vous voyez mes slides? Tout à fait. Parfait. D'accord. Allez, je vous propose qu'on poursuive. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la construction neuve, on a parlé de la RE 2020, et puis on s'est penché sur les trois piliers,
réduire, aider les autres, et puis contribuer à créer des stocks de carbone. Et puis on essaie de mettre en relief les tendances programmatiques de fond qui allaient impacter la construction neuve. Et donc finalement, comment est-ce que le carbone va impacter les choix constructifs dans la construction neuve? Sur la rénovation, les impacts sont un peu les mêmes, donc je ne vais pas re-rentrer dans le détail. On peut néanmoins juste signaler que la particularité de la rénovation par rapport au bâtiment neuf, à la construction, c'est qu'on retrouve très souvent une logique de relation bailleur-locataire. Alors si on prend par exemple le parc privé locatif, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% du stock tertiaire où on est sur de l'immobilier entreprise. Donc, on va être sur une logique de bailleur d'un côté, locataire de l'autre. Et quand on regarde le parc dit non liquide, donc c'est des bâtiments, en fait, par exemple, ça peut être des bâtiments publics, des bâtiments d'État, on va néanmoins, même si on est propriétaire de son bâtiment et qu'on l'occupe, on a néanmoins une logique direction immobilière, occupant de l'autre, ou bâtiment d'État, collectivité, etc. Donc, en fait, on retrouve très souvent cette dualité entre quelqu'un qui est propriétaire du bâtiment, ou en tout cas qu'on a la gestion globale, et puis quelqu'un qui est l'utilisateur courant quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'une des différences très, très importantes à avoir à l'esprit quand on s'intéresse à l'impact du carbone et de la sobriété carbone sur le stock existant. C'est cette dualité, ce jeu d'acteurs où en fait, ça va devenir un travail d'équipe et chacun va avoir des leviers de sobriété qui vont être à leur main. Voilà. On a fait un travail de fond à l'IFPEP pour reprendre l'ensemble des tendances programmatiques que je vous ai présentées tout à l'heure et puis se poser la question qui va avoir les manettes en fonction des leviers. Mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc voilà, je vous le signale à tout hasard, mais en tout cas, voilà le clin d'œil qu'on peut faire sur le stock existant. Donc on a à présent les idées assez claires sur des tendances de fond, ce sujet du carbone, voilà, qui va venir impacter notre métier de quotidien. Et on va se pencher à présent sur la question de l'équation coût-carbone. Alors, premier élément de réflexion, ici, vous retrouvez un petit schéma qui est une première pièce du puzzle quand on va essayer de résoudre cette équation coût-carbone. Qu'est-ce que révèle ce schéma ? Ce schéma révèle qu'en fait, il y a différentes actions qui peuvent être menées avec différents schémas contractuels et qu'en fait, il y a des rationalités à ces actions. Si vous prenez par exemple le premier package à gauche d'actions, on va retrouver par exemple, Concours Cube, c'est un concours d'économie d'énergie qu'on anime, mais on va dire des actions de sobriété sur les usages, du rétro-commissioning, on va faire des réglages d'installation, on va reparamétrer sa GTB, on va régler son brûleur, on va faire des réglages fins. On va être sur des niveaux de coûts qui vont être finalement assez faibles. Si on regarde ici en abscisse, on a des coûts en euros par mètre carré. Et puis ici, en ordonnée, on va avoir un niveau de consommation carbone, un niveau de consommation énergie. Sur ce premier paquet d'actions, on va vraiment être sur une rationalité qu'on peut appeler énergie. C'est-à-dire qu'on peut calculer une économie d'énergie et on peut se poser la question du temps de retour. Voilà. Est-ce que finalement mon action d'économie d'énergie, elle a un temps de retour ou pas ? Et on va se poser cette question-là avec une très grande justesse. Et puis ensuite, on bascule dans des actions un peu plus coûteuses, en euros du mètre carré, avec un impact un peu différent. Donc on va voir le niveau de consommation d'énergie et le niveau de consommation de carbone qui va continuer de diminuer au fur et à mesure qu'on va à droite. Mais là, on va être sur une rationalité variable. Ça peut être des opportunités. Par exemple, je n'ai pas le choix, j'ai une obsolescence de ma chaudière, il faut que je la remplace. Tiens, j'ai un utilisateur qui s'en va, il y a un nouveau qui arrive, donc j'ai l'opportunité de faire des travaux. On va être sur des effets d'opportunisme. Donc là, ça devient un peu plus complexe. Est-ce que vraiment c'est une rationalité énergétique ? Pas toujours. Ça peut être de la réglementation, ça peut être de l'opportunisme, mais en tout cas, il y a des actions qu'on va pouvoir engager pour faire des économies d'énergie. Et puis enfin, il y a le grand saut, où là, on va faire des travaux très lourds, des rénovations lourdes, par exemple, et on est susceptible d'arriver à un plancher. Donc là, c'est les pointillés qu'on voit. D'ailleurs, on voit seuil mini technologiquement accessible parce qu'on arrive à une limite au bout d'un moment. On ne peut pas aller plus loin en termes de sobriété énergétique et sobriété carbone. Et là, on va être sur des niveaux de coûts qui peuvent être très significatifs en euros du mètre carré. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre rationalité immobilière, parce que là, ça ne fait pas forcément sens de faire un calcul de temps de retour par rapport à une économie d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, premier grille de lecture. On a différentes actions qui vont permettre de faire des économies d'énergie et de carbone, mais avec des rationalités différentes. Mais ça ne suffit pas, on souhaitait aller plus loin, et donc on a commencé à développer un certain nombre d'outils dans le cadre du hub des prescripteurs bas carbone. Le hub des prescripteurs bas carbone, c'est un ensemble aujourd'hui de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre avec lesquels on construit des outils, on mène des études collectives. C'est un programme de travail qu'on anime avec Carbone 4 et dans le cadre duquel on a notamment développé certains outils qu'on va vous présenter dans quelques instants pour mieux comprendre cette connexion coût-carbone. Ici, vous avez un exemple d'un des outils du hub où en fait, on s'est connecté à la base de données IGNES où vous retrouvez
toutes les données environnementales disponibles, qu'elles soient déclarées par des industriels ou que ce soit des données ministérielles, des valeurs par défaut. Et en fait, vous allez retrouver ici la possibilité dans cet outil, très simplement, de faire des restitutions pour mieux comprendre, par exemple, si on se met sur des revêtements de soldure, hein, c'est un exemple, de comprendre quelle est la donnée environnementale disponible, avec à chaque fois la donnée disponible dans la base INES, avec le ratio en kilos de CO2 par unité fonctionnelle. Donc pour un revêtement de sol, l'unité fonctionnelle, c'est par mètre carré. Et puis on va pouvoir comparer les matériaux entre eux. Donc là, première pièce du puzzle, grâce à cet outil, on va être capable de comparer les matériaux et de comparer l'empreinte environnementale de chaque matériau. Mais on n'est pas encore à cette équation coût-carbone. Si on veut résoudre l'équation coût-carbone, il faut faire la même chose, mais rajouter une donnée économique. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Batiprix sur cette connexion coût-carbone. Et donc là, vous avez une deuxième restitution de l'outil, où on va commencer à avoir en ordonnée l'empreinte environnementale d'un matériau et en abscisse le niveau économique du matériau. Soufiane, je te laisse la main pour présenter un exemple. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans le haut à droite, c'est par exemple, sur les dernières colonnes du tableau, vous avez le prix médian en euros, d'accord, au moment de la construction, par exemple. Si je prends les sols stratifiés, ils vont être dans les eaux de 40, 44, 45 euros le mètre carré. Mais si on tient compte de la durée totale de vie de ce type de matériaux, en fait, la durée de vie d'un sol stratifié est de 20 ans. Donc, sur un cycle de vie global de 50 ans, donc l'avant-dernière colonne, vous voyez bien que le coût réel, en fait, sur un cycle de vie de 50 ans, il est plutôt de l'ordre de 110 euros le mètre carré plutôt que 44. Et donc, effectivement, une rationalité économique qui peut pousser au choix de ce matériau dans l'immédiat, en fait, pourrait tout à fait changer si on prend une échelle de temps un peu plus longue, un peu plus lointaine, en comparant des matériaux qui ont, par exemple, si je prends un matériau qui a une durée de vie un peu plus importante, par exemple les parquets en bois, eh ben, si on utilise un parquet en bois, le prix au mètre carré, effectivement, est relativement plus cher, c'est 2 fois le prix, hein, en comparaison au sol stratifié. Néanmoins, sa durée de vie est de l'ordre de 50 ans, 48 ans, et le prix ne change pas. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Le matériau va résister pendant toute sa durée de vie, et ça permet quand même d'avoir un éclairage assez intéressant pour un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui pourraient éventuellement être à la recherche de ce type d'informations avant de prendre une décision ou avant d'orienter leur choix. Donc je vais peut-être partager mon écran, ça sera à mon avis beaucoup plus simple pour la suite. Vous me dites si c'est bon. Christophe, tu vois mon écran? C'est bon. Parfait. Donc pour avancer un petit peu plus loin et pour rendre l'exercice encore plus pratique, moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est cette dimension coût. On a beaucoup parlé du carbone, où se trouve le carbone, dans le neuf, dans la rénovation. Et en fait, le paramètre coût n'est pas forcément toujours facile à calculer en fait. C'est vraiment très compliqué. Pourquoi? Parce que il dépend de beaucoup de paramètres. Il dépend par exemple de la qualité des matériaux qu'utilisera le prestataire au moment où que choisira le maître d'ouvrage au moment de la réalisation d'une prestation, en rénovation ou en construction neuve. Il dépend aussi du niveau ou de la qualité de la prestation proposée. Alors souvent, les entreprises de travaux pourraient être contraintes dans une logique de choix du moins 10 ans de proposer des prestations avec des matériaux et même aussi une prestation de service, hein, la prestation de mise en œuvre, qui serait probablement un peu inférieure et qui dégraderait les performances, en tout cas de l'ouvrage, dans sa globalité. Alors, ça dépend aussi du coup en fait, des objectifs. Quel est l'objectif que souhaite le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il souhaite, parce qu'il est contraint, plutôt favoriser la contrainte économique ou la logique économique, parce qu'il est relativement... il n'a pas beaucoup de levier, tout simplement, hein, sur la partie économique, et il ne peut pas se projeter sur une durée relativement longue, ou est-ce qu'il a, dans certains cas, minima dans certains cas, sur certaines typologies d'ouvrages, des leviers qui lui permettraient de choisir, d'agir. Encore faut-il qu'il ait les informations, qu'il ait les éléments. L'outil que vous a présenté, en tout cas Christophe, en fait, on n'en trouve pas beaucoup. La base INES est presque est la seule aujourd'hui à proposer des données environnementales, mais il n'y a pas vraiment d'outil qui permet de rapprocher les données environnementales, l'impact carbone, au coût réel de la construction ou de la rénovation. Donc de l'autre côté, le prestataire, pareil. En fait, aujourd'hui, on parle de beaucoup d'innovations. Hein. Il y a les matériaux biosourcés, il y a tout un tas d'innovations, en tout cas,
dans les matériaux qui permettraient d'alléger l'empreinte carbone des bâtiments ou dans les phases de construction-rénovation. Néanmoins, on est quand même encore confronté à une problématique de savoir-faire et de compétences techniques, parce que ces nouveaux matériaux nécessitent quand même un peu de formation, un peu d'expertise. Et ça dépend du coup de la volonté de l'entreprise. Est-ce qu'elle favorise plutôt la performance économique de son côté, c'est-à-dire avoir du profit pour se développer et puis pour garantir un peu sa durée de vie avec une vision court-moyen terme, ou est-ce qu'elle s'inscrit sur la durée dans une logique de changement, de changement majeur des méthodes de construction, en formant ses équipes, en investissant, en favorisant plutôt le développement de compétences, le développement d'une relation de proximité avec les donneurs d'ordre, et du coup on est sur un temps lent, plutôt que la rentabilité maximale. Alors, en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a un tas de maîtres d'ouvrage qui sont totalement démunis. Ils veulent bien faire le premier pas, ils veulent bien avancer, mais ils n'y arrivent pas. La première chose qu'on a fait avec l'IFPEB, c'est de rapprocher, puisqu'on a les données aujourd'hui sur une bonne partie, en tout cas des matériaux, une bonne partie des ouvrages, le rapprochement entre la base INIES qui propose les données environnementales et la base bâti-prix qui propose la donnée coût, la donnée prix, est relativement facile, puisque sur la partie haute, sur la partie purement technique, vous avez d'un côté la base de données bâti-prix, qui est une nomenclature tout corps d'État avec presque 9000 familles d'ouvrages classées en chapitres, familles, sous-familles, etc. Mais de l'autre côté, c'est à peu près pareil. On a une approche plutôt par produit, classé selon une fonction, une fonctionnalité, et donc c'est relativement facile de mapper les deux, parce que même sur les caractéristiques techniques, on va parler d'unité fonctionnelle côté base INIES, on va parler d'unité, côté bâti-prix, d'unité de quantité. Pareil, on a des données d'horodatage. Côté bâti-prix, vous avez un millésime qui est produit, publié à la Bibliothèque nationale de France et qui est utilisé comme une sorte de référence chaque année. Donc, chaque année, il y a une version millésimée, mais il y a aussi des mises à jour trimestrielles régulières. On fait des données prix, et vous avez dans chaque ouvrage, en tout cas dans chaque version de la bibliothèque, cette donnée de date qui est extrêmement importante. Donc, après, ce qu'apporte en fait la base de données bâti-prix à la base de données environnementales, c'est surtout la donnée coût, les coûts de mise en œuvre, donc le salaire, quand il s'agit uniquement de prestations de mise en œuvre, ou le coût global de vente d'un produit, soit en fait en fournissant uniquement le produit, soit en le posant, en le fournissant et en le posant. Donc vous avez le prix de vente en fourniture et pose, le prix de vente en pose seul, qui permettent aujourd'hui d'avoir une sorte d'approche concrète. Je vais passer à la slide suivante. J'ai les données environnementales d'un côté, j'ai les données de bâti-prix de l'autre côté, ce qui permet, j'accélère un peu parce que le temps passe vite, il nous reste 13 minutes, on a vraiment envie quand même de répondre, de vous donner la parole pour répondre à vos questions. Donc en fait, je prends bâti-prix qui est utilisé depuis 40 ans par énormément par 30 000, plus de 30 000 entreprises, acteurs. Ce n'est pas que les entreprises, il y a aussi les établissements publics. Comment on utilise, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des ouvrages classés par un code, comme le code EN, un code à 13 chiffres, qui permet de tracer la durée de vie de n'importe quel ouvrage. Donc, il suffit que je récupère le code d'un ouvrage. Là, vous avez un exemple d'une isolation avec de la laine de chanvre. Et les deux premiers chiffres correspondent au corps d'état, plâtrerie, les deux suivants au chapitre, la famille, la sous-famille. Il y a des sous-sous-familles, parce qu'on est dans une catégorie ou dans une famille qui contient des ouvrages relativement importants, et donc il y a un classement, et puis après on trouve l'ouvrage. Donc concrètement, je me connecte à la base bâti-prix, je vais rechercher les produits, je trouve leur prix, mais pour faciliter ma recherche, j'ai tout un tas de filtres, tout un tas d'informations ou de critères techniques qui me permettent d'aller très très vite. Donc je peux choisir le type de matériau, je peux choisir l'épaisseur, je peux choisir, en tout cas, ou filtrer par résistance thermique, ce qui me permet quand même d'essayer d'orienter un peu mes choix pour essayer de prendre les produits, ou plutôt les ouvrages, qui contiennent des produits, des matériaux qui correspondent un peu au cahier des charges que je veux rédiger en tant que maître d'ouvrage, ou à la prestation de conseil que je veux apporter à mon client parce que je suis une entreprise de travaux. Et ça va donner, en quelque sorte pour les acteurs, une sorte d'outil de comparaison. Là, je vous ai fait un exemple extrêmement simple, comme ça on finit à 50. Un exemple très très simple,
je me pose la question du choix du matériau pour l'isolation d'un plafond. Alors, j'ai le choix, on en a plus, hein, on peut avoir beaucoup plus de choix, mais j'ai privilégié de faire un choix extrêmement simple hein, entre 3 matériaux connus, la laine de verre, la laine de chanvre et la fibre de bois. Si je prends ces 3 exemples, j'ai trouvé facilement les prix de vente, fourniture et pose dans la base bâti-prix. Je regarde dans la base INIES les données environnementales, donc je retrouve en fait que ces 3 produits ont exactement les mêmes caractéristiques techniques, globalement. La conductivité, même durée de vie. Par contre, le même prix de pose et pas du tout la même empreinte carbone. Donc si je fais une sorte de ratio assez simple, je divise tout simplement l'empreinte carbone par rapport au prix, et ben, si je prends par exemple comme indice base 100 la laine de verre, et ben, en remplaçant la laine de verre par la laine de chanvre, j'ai en quelque sorte un ouvrage qui va me coûter 2 fois plus cher, mais qui va me permettre de réduire de moitié, hein, qui va avoir 2 fois moins d'impact carbone de façon globale, hein, sur une durée de vie de 50 ans. Si je prends la fibre de bois, eh ben, ça va me coûter environ 3 fois plus cher, mais ça va réduire quand même mon empreinte carbone de presque 18%. Rappelez-vous les premières slides de Christophe, on parle quand même d'un ratio ou d'un coefficient de 18% hein, pour réduire, en quelque sorte, pour tendre vers la réglementation, en quelque sorte, vers la neutralité carbone d'ici 2050. Et bah, un choix intéressant pourrait peut-être, dans certains cas, hein, si, bien évidemment, on n'est pas là pour orienter, en fait, on n'est pas là pour proposer des choix, mais surtout pour permettre aux acteurs, en quelque sorte, de prendre une décision éclairée. Si j'ai les informations, si j'ai ces données qui sont facilement accessibles, je peux éventuellement argumenter le choix. Je peux tout à fait choisir un ouvrage basé sur la laine de chanvre parce qu'il y a des critères économiques qui rentrent en ligne de compte, mais je sais très bien que mon choix, je connais en tout cas l'impact carbone tout de suite au moment de la prise de décision et pas a posteriori. Donc aujourd'hui, ce sont ces outils-là, c'est exactement ce qu'on veut proposer aux acteurs. Donc, parce que c'est ça aujourd'hui l'urgence. L'urgence, ce n'est pas tout à fait de décortiquer les réglementations, les normes, etc. Tout ça, c'est bien posé. Maintenant, il faut commencer à mettre en œuvre des solutions. Et une des solutions que vous a présenté Christophe, c'est par exemple l'outil matériaux. Il est opérationnel, il est disponible, accessible. Vous pouvez le consulter directement en adhérant au hub des prescripteurs bas carbone. Vous avez l'adresse email, bon, n'hésitez pas à la noter. Comme je vous l'avais dit, en fait, pour ceux qui se sont inscrits, vous avez quand même replay pendant 12 mois, donc vous pourrez tout à fait revoir ce webinaire. Mais notez, si vous voulez contacter l'IFPEB, n'hésitez vraiment pas. L'outil est disponible tout de suite. Dans Batiprix, donc on intègre aujourd'hui, nous sommes en phase d'intégration de toutes ces données environnementales dans la base de données. Pour les utilisateurs de Batiprix ou pour ceux qui souhaiteraient éventuellement utiliser Batiprix, ces données seront disponibles directement depuis la consultation de la base à partir du mois de juin prochain. Voilà, j'ai fait très très vite hein, pour rattraper le temps. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez, à travers ce webinaire, eu toutes les informations sur les enjeux, la réglementation, les tendances, les outils, et qu'on a pu répondre à vos questions, à un certain nombre de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Christophe, je te laisse le mot de la fin avant d'attaquer la partie questions-réponses. Oui, très bien. Voilà, le mot de la fin qu'on pourrait se dire, c'est, vous l'avez compris, hein, l'objectif, on a vraiment à cœur d'être ancré dans l'opérationnel et être des accompagnateurs d'une prescription objective et éclairée. Donc voilà, on avait à cœur de vous présenter aujourd'hui un premier outil très concret qui a été initié dans le creuset du hub des prescripteurs bas carbone, mais qui a vocation à très largement ruisseler et faire évoluer les pratiques hein, de prescription. Donc voilà, vous l'avez compris, l'ADN, c'est vraiment des outils concrets, opérationnels qui vous aident au quotidien dans vos métiers de prescripteur, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise générale, entreprise au sens large. En fait, hein, on est tous amenés à se poser la question du prix. Et puis, de plus en plus, on se posera la question du carbone. Voilà, donc on est vos humbles serviteurs pour construire des outils, si possible, qui vous aident, c'est encore mieux.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est encore ensemble pendant 5 minutes. J'en ai une d'Alexandre qui nous dit « Les outils développés dans le cadre du hub des prescripteurs bas carbone ont-ils vocation à être distribués ?» Oui, alors là, c'est un peu les éléments de réponse que tu as amenés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous souhaitez accéder aux outils du hub, il faut adhérer au hub. Donc là, vous avez l'adresse générique. N'hésitez pas à signaler votre intérêt. Et puis, ma collaboratrice qui anime le hub vous donnera toute la documentation sur le contenu, le programme de travail. Il faut avoir en tête que le hub des prescripteurs bas carbone, c'est plus large que les outils. C'est vraiment une étude, enfin, c'est des études collectives, c'est des analyses, des baromètres. Enfin, c'est un vaste programme de travail avec beaucoup de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre, dans le cadre duquel vous pouvez accéder aux outils. Mais on a aussi des modalités pratiques si vous souhaitez accéder à certains outils, voilà, qu'on peut regarder ensemble. Mais comme l'a signalé Soufiane, en parallèle, l'objectif, c'est que Batiprix qu'il y ait un upgrade de Batiprix et qu'on ait cette dimension environnementale. Donc, vous avez deux voies d'accès possibles, soit un programme collectif animé par l'IFPEB et Carbone 4, que je salue au passage, qui est le hub des prescripteurs bas carbone, où là, c'est un programme très vaste, soit via Batiprix, qui peut être votre partenaire historique ou un nouveau partenaire, qui va accélérer cette équation coût-carbone. Alors, je te laisse prendre une question. Alors, moi, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais te lire je pense que c'est une question pour toi. Alors, dans le cas de comparaison des... alors, je vais la prendre peut-être. Je lis la question. Alors, dans le cas de comparaison des isolants, le gain carbone présenté, moins 2% chanvre et moins 17% bois, et pour quel périmètre? Seulement dans la comparaison entre les produits. Alors, oui, tout à fait. Alors, là, du coup, je vais répondre. Oui, bien sûr. En fait, on a pris... là, c'est une comparaison sur l'ouvrage. Donc, c'est la prestation, c'est le coût économique contient les produits, mais aussi la prestation de mise en œuvre. Et c'est uniquement sur, en fait, la phase de mise en œuvre, puisque, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, par exemple, des sols stratifiés qui ne durent que 20 ans. Là, on a des produits comparables, puisque leur durée de vie et leur performance énergétique sont équivalentes, en fait. Donc, à cette épaisseur-là, vous avez vu l'épaisseur, en tout cas des matériaux, est de 2 mm, c'est relativement... À ce niveau-là, on a en fait... C'est pas le jeu de la performance thermique qui rentre en ligne de compte, mais c'est plutôt l'empreinte carbone qui est relativement importante. Et en fait, l'empreinte carbone, si vous le souhaitez, je peux vous transmettre les données issues de la base IGNIAS. Dans la base IGNIAS, vous avez les données environnementales sur... Votre question est très pertinente, en fait. Vous avez les données environnementales qui sont, en fait, par cycle, par phase. Nous, ce qu'on a pris, ce sont les données environnementales, donc du réchauffement climatique sur la totalité du cycle de vie. Donc, sur la totalité du cycle de vie des matériaux, vous avez ici dans le tableau, je le réaffiche. J'espère que je réponds parfaitement à votre question. Ouais, peut-être un petit complément, je ne sais pas si ça vient nourrir la réponse. Donc en fait, pour ceux qui ne l'ont pas forcément à l'esprit, donc en fait la base IGNIAS, c'est une base en ligne, hein. Vous pouvez récupérer l'ensemble des données environnementales, soit par défaut qui sont faites par le ministère, soit déclarées par les industriels, des fameuses FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ces FDES, elles sont faites de façon normative, hein. Il y a une norme qui régit la réalisation de ces FDES. Et en fait, elle vous donne une empreinte environnementale en kilos de CO2 par unité fonctionnelle. Donc si vous prenez par exemple, je ne sais pas si vous prenez un revêtement de sol, l'unité fonctionnelle, c'est des mètres carrés. Voilà, on va avoir des mètres carrés de revêtement de sol. Et nous, on va confronter deux matériaux à isofonctionnalité. D'accord ? Donc, par exemple, si on compare un revêtement de sol avec un autre revêtement de sol, on va comparer des kilos de CO2 par unité fonctionnelle avec la même unité fonctionnelle. Sinon, on compare des choux et des carottes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, du coup, on prend l'ensemble de la donnée environnementale disponible dans la FDES. Donc, pour votre information, on est en cradle to grave, ça veut dire qu'on a la fabrication du matériau, sa livraison sur site, sa mise en œuvre et ensuite sa maintenance et sa durée de vie, et sa fin de vie, pardonnez-moi. Donc là, vous avez l'ensemble du périmètre normatif de la FDES. Et nous, la petite particularité des outils qu'on vous a présentés, c'est que quand les durées de vie ne sont pas les mêmes, on s'assure de comparer sur la même durée de vie. C'est ce qu'a expliqué Soufiane tout à l'heure en disant, attention, si on a un matériau qui est extrêmement performant, mais qui ne dure que 10 ans, eh ben nous, on s'amuse à ramener ça sur 50 ans, puisque 50 ans, c'est la durée de vie qui est prise en compte quand on fait l'analyse de cycle de vie à l'échelle d'un bâtiment.
Donc c'est pour ça que si on ne veut pas comparer des choux et des carottes, première chose, il faut comparer à isofonctionnalité, donc avec les mêmes unités fonctionnelles. Je vous ai donné l'exemple des mètres carrés. Et deuxièmement, il faut comparer à iso durée de vie, parce que si vous prenez quelque chose de très performant sur une courte durée de vie, c'est pas juste, parce qu'on va devoir renouveler le matériau, donc l'empreinte environnementale est un petit peu biaisée. Voilà, donc même unité fonctionnelle, même durée de vie sur 50 ans, et du coup, on ne compare pas des choux et des carottes, et on peut vraiment regarder les différentiels. Très bien. Et il y a encore, on va prendre 2 questions hein, pour finir rapidement. Alors, une question rapide. Les outils fournis directement, est-ce qu'on fournit la comparaison des gains carbone entre les modèles de produits? Bien sûr que non. C'est certainement pas, en tout cas, notre vocation. Nous, on fournit en quelque sorte la comparaison entre les matériaux. On préfère parler plutôt de matériaux et pas de fourniture, sachant que, bon, en fait, les marques peuvent changer. À partir du moment où les fabricants respectent des normes, ce sont souvent quand même des produits normés, donc en respectant les normes, nous, on ne rentre pas dans la logique plutôt industrielle de comparaison entre les marques, mais plutôt de comparaison entre les matériaux et leurs caractéristiques selon des normes de fabrication. Une dernière question. Alors Christophe, c'est pour toi, hein, histoire de tourner un peu. Il y a Rémi qui nous pose une question. Vous devriez faire un focus sur le réemploi. Bon, on en avait déjà parlé. Oui, bah là, Rémi, vous parlez à mon cœur, parce qu'on travaille très fort sur le sujet du réemploi. Donc là, juste pour votre information, dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, donc le réemploi sera pris à 0, c'est-à-dire que quand vous aurez recours, si vous avez recours à du réemploi sur un projet de construction sur certains lots, il y aura une valorisation à 0 sur la fabrication du matériel. Et effectivement, on travaille très fort sur la valorisation environnementale du réemploi, mais pour l'instant, on n'a pas ça encore dans les outils, mais ce sera sûrement des upgrades à venir incessamment sous peu. Alors ça peut être un très bon sujet, en tout cas pour le prochain webinaire qu'on animera ensemble d'ici quelques mois, le temps qu'on ait quand même un outil concret qui apporte des premiers éléments de Ouais. réponse. Soufiane, je vais juste faire une dernière réponse à la question d'Alexandre. Pour votre information, en fait, dans l'outil, on se connecte à la base Ignies et après, on fait des boîtes à moustaches. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque typologie de matériaux et sur chaque famille de matériaux, on calcule des valeurs médianes, écart type, max, min, ce qui fait qu'en fait, on a toutes les médianes de toutes les typologies de matériaux. Donc, dans votre question, vous disiez, est-ce qu'on prend des données collectives ou pas? Non, on n'est pas sur des données collectives, on est sur des valeurs médianes qui sont la réalité des médianes de toutes les FDES par matériau, par famille. Du coup, on a des médianes. Du coup, on peut confronter les médianes. Voilà. Parfait. Bon, et ben, on arrive au terme, en tout cas, de notre Il reste encore pas mal de questions. On vous promet une réponse par écrit, en tout cas, dès qu'on aura collecté l'ensemble des questions. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Merci beaucoup, Christophe, pour tes éclairages. C'était un réel plaisir, en tout cas, de partager ce webinaire avec toi et la préparation de celui-ci. Si vous avez des questions, je vais vous présenter la dernière diapositive avec nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Vous pouvez écrire à Christophe ou à moi-même. Hein, ça sera un plaisir, en tout cas, de recevoir vos questions, d'y apporter des réponses et éventuellement d'échanger par téléphone si nécessaire. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.